Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la page DV Lancez-vous pour ce deuxième débat d'idées organisé par la page DV Lancez-vous. Je remercie déjà aux invités, aux mamans qui ont accepté de partager ce moment avec nous, partager un peu leur parcours de vie, leur parcours de parents, leur parcours de maman. Merci aux spectateurs qui sont là. Déjà, avant de démarrer, les spectateurs, n'hésitez pas à préparer vos questions que vous poserez juste après le débat. Le débat va durer 3/4 d'heure, 1 heure, et on aura 20 minutes pour les questions-réponses. Si jamais vous avez d'autres questions à poser, il y a un groupe Facebook qui est créé, DV Lancez-vous, ou un groupe, ou par commentaire sous la vidéo qui sera en replay aussi, que vous pouvez poser des questions. Donc voilà. Donc rapidement pour me présenter, je m'appelle Yves Wensi, je suis de Strasbourg. Je suis malvoyant, j'ai créé la page DV Lancez-vous il y a déjà en 2014. L'idée, c'était de partager un peu mon ressenti sur le handicap visuel et comment on pouvait parler du handicap visuel de façon positive. Avant ça, j'ai créé, avec d'autres mal et non-voyants, l'association Vue d'Ensemble, qui est une association qui, pour nous, a été une certaine liberté d'agir entre malvoyants, non-voyants et voyants, bien évidemment, parce que nous, toujours, notre logique, c'est toujours de partager la diversité des regards. Quand on est malvoyant et non-voyant et voyant ensemble, c'est la meilleure façon de parler d'un handicap et aussi de sensibiliser efficacement et avec une vision plutôt positive. Et là, c'est les malvoyants et non-voyants qui crée le projet, qui crée l'activité. Ça, c'était important de souligner. Et aussi, juste pour rappel, on a eu la chance, on a organisé les défis Baïkal il y a 3 ans, un projet qui est passé sur France 3, France 5, qui a été un gros succès, qui a gagné des prix de plein de festivals en France et à l'étranger. Et on a eu la belle surprise d'apprendre en début de semaine que le film a été sélectionné pour le Téléthon 2020. Il est passé hier sur France 2, et donc on peut le revoir en replay. C'était important de nous souligner. Donc voilà, pour un peu dire DV Lancez-vous, donc c'est ça, l'objectif, c'est toujours partager. Au début, je créais plusieurs textes où je parlais un peu de ma vision des choses, et ça fait 1 an que j'ai lancé des vidéos. Et l'idée, c'était de faire partager, pas d'avoir une science infuse, mais faire partager entre malvoyants, non-voyants et bien évidemment voyants, leur savoir-faire, leurs compétences, comme ça pour donner aux autres une envie aux autres malvoyants et non-voyants de pouvoir se lancer dans leur vie, dans leur avenir. Et donc, je suis un entrepreneur social et solidaire et j'ai la chance d'être handicapé parce que c'est grâce à cet handicap que je peux aller où je veux et faire ce que je veux. Je laisse la parole à Agathe avec qui je vais animer ce débat. À toi la main, Agathe. Yes, merci. Bonjour à tous. D'abord, on est absolument ravis de vous accueillir. Donc moi, je suis Agathe. J'ai été interviewée par Yves dans le cadre justement de Déficients Visuels Lancez-vous. Je suis accompagnante en parentalité, donc j'ai été invitée ici par Yves pour animer ce débat. Donc comme il vous l'a expliqué, nous sommes ici ensemble pour 1h20 avec 3 mamans, une maman aveugle et 2 mamans d'enfants déficients visuels ou malvoyantes peut-être, je ne sais plus si tu es aveugle ou malvoyante. Mais tu nous expliqueras tout à l'heure. Non-voyante, ok, voilà. Bon, tu nous expliqueras tout à l'heure. Donc, on est ensemble pour 1h20. Donc, on en a pour 1 heure où nous avons posé des questions aux différentes mamans et avoir un débat constructif et intéressant, qui j'espère va vous plaire. Et ensuite, 20 minutes de questions. Vraiment, n'hésitez pas à penser vos questions à l'avance pour pouvoir nous les écrire ensuite pendant les 20 minutes de questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Donc, j'espère que ce débat va vous plaire et bienvenue par ici. Très bien, très bien. Merci. On va commencer peut-être par les présentations. On va commencer par ordre alphabétique, par Delphine. Peux-tu te présenter, Delphine? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et le nom de ton fils ou de ta fille qui est malvoyant ou non-voyant? Donc, je m'appelle Delphine Thuette. On habite dans le sud du département du Haut-Rhin, donc à Bourbach-le-Bas, c'est un tout petit village. Je suis maman de 2 garçons, Quentin qui a 22 ans et Mathieu qui a 19 ans. Et Mathieu est déficient visuel. En fait, il est atteint d'un syndrome qui atteint ses nerfs optiques, mais aussi tout son système hormonal et des petites difficultés un peu moteurs, mais moins importantes que les 2 autres soucis. Voilà. Bien, Donc, merci. Et peut-être tu as quelque chose à rajouter encore? Non? sinon, je suis vice-présidente de l'association Visionnaire, qui est une association qui vient aussi aider ou apporter peut-être des aides aux personnes déficientes visuelles, plutôt dans le Haut-Rhin du coup.
Et je fais aussi partie du conseil de la vie sociale à l'Institut Le Phare à Ilzac. Très bien, très bien. Merci. Ensuite, on a Laurence, qui a d'ailleurs un profil très intéressant. Oui, bonjour, donc je m'appelle Laurence, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants qui sont parfaitement voyants, mais je suis non-voyante moi-même depuis la naissance. Et donc j'ai eu un parcours peut-être différent du coup des mamans qui sont là aujourd'hui. Je suis dans le comité de l'association Visionnaire également, j'habite dans le département du Haut-Rhin. Et voilà. Très bien. Et tu as dit que tu as 3 enfants ou Oui, 3 garçons? Très bien. 3 garçons ouais, qui ont 11 ans, bientôt 8 ans et 5 ans et demi. Ils n'ont pas de problème de handicap visuel? Non, pas du tout. Ils Pourtant, sont pas leur papa est myope. Il a une D'accord. forte myopie et moi des soucis, mais heureusement, ils y ont échappé, si je puis me permettre de l'expression. Très bien. Stéphanie, enfin. Bonjour, moi je suis Stéphanie, j'habite à Wittenheim dans le Haut-Rhin. Moi je suis maman de 2 garçons, un petit de 6 ans et un plus grand de 16 ans, dont Bastien qui est déficient visuel suite à un glaucome congénital bilatéral. Et du coup, je fais aussi partie de l'association, comme Delphine et Laurence Visionnaire. Je suis membre du bureau et je fais partie du CVS de l'Institut Le Phare. Merci. Merci. Je laisse la main à Agathe. Yes, alors moi je vais vous poser une première question. À quel moment avez-vous appris du coup le handicap de votre enfant et quels ont été les signes annonciateurs de ce handicap pour vous? Du coup, on va commencer par Delphine. Alors, Mathieu, il est né à terme. Par contre, comme il avait plutôt aussi son problème hormonal, mais bon, on ne savait pas du tout qu'il y aurait un souci. Hein, quand il est né, c'était un beau gros bébé de 4,3 kg. Et très vite, il a fait des hypoglycémies sévères. Et l'urgence absolue, puisque même à un moment, le médecin nous a dit qu'il ne savait pas trop s'il pourra s'en sortir ou pas. L'urgence absolue, c'était déjà de trouver un moyen de stabiliser le problème au niveau hormonal. Donc, il a été en réanimation pendant 1 mois tout de suite après sa naissance. Moi, je me suis tout de suite rendu compte quand même qu'au niveau de ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas comme pour son grand frère, puisqu'ils ont 3 ans et demi d'écart. Donc, quand il y a un aîné, on a quand même déjà un petit peu le recul. Et même à l'hôpital, ils ne sont pas du tout occupés de sa vision d'ailleurs. Donc quand on est rentré, il avait 1 mois, on est rentré à la maison. C'est vrai que pendant 1 mois, nous, on essayait de tester sa vision parce qu'on voyait bien qu'il ne se passait rien. Et donc quand il a eu 2 mois, je suis partie aux urgences ophtalmiques parce que j'avais besoin de réponse. Tu voyais que ça n'allait pas, ouais. Et puis là, on m'a tout de suite dit, ils ont tout de suite vu que ses nerfs optiques étaient atrophiés, donc on a rapidement su qu'il avait un problème visuel. Et quelle a été ta réaction face à ce constat? Ta première réaction? C'était très violent, hein, c'était très très difficile. C'est sûr de se dire, déjà on savait qu'il avait son problème hormonal, on savait que ce ne serait pas très simple, mais en plus rajouter un problème visuel qui est le problème hormonal, on a des médicaments, on sait y pallier, quoi. Après, c'est sûr que problème visuel, c'est plus compliqué, surtout que le professeur qui l'a suivi tout de suite au début, elle nous a dit qu'elle ne le dit jamais aux parents, mais qu'à nous, elle peut nous dire que Mathieu ne verra absolument jamais, quoi. Wow. D'accord. Ouais. Donc, c'est violent. C'était très violent. Une annonce, ouais. C'est très violent, ouais. J'ai appris ça le jour de l'enterrement de ma grand-mère, en plus. Ah ouais, en plus, ouais. C'était difficile, vraiment... ouais. Mais c'est un jour marqué d'une pierre noire en général, hein, le jour de l'annonce du handicap d'un enfant. Je ne sais pas toi, Laurence, mais moi, c'est vrai que c'est un jour que ma mère, elle se souvient exactement de la date, etc., du jour où on lui a dit que j'étais en situation de handicap. Voilà, ouais, c'est vraiment pas quelque chose de facile l'annonce. Et toi, Stéphanie, du coup, pour ton enfant, comment tu as su qu'il était en situation de handicap? Comment ça s'est passé? Nous, c'était pas tout de suite. À la naissance, tout allait bien. Après, au bout de 2 mois, on disait il a les grands yeux comme sa maman. Voilà, c'était. Et à 3-4 mois, il a commencé à larmoyer.
Et ça a entraîné des conjonctivites à répétition, des rhumes. Il fermait les yeux à l'extérieur, on se promenait à l'extérieur, il dormait. Du coup, ça a enchaîné des rendez-vous chez le médecin jusqu'à ce qu'on ait un rendez-vous chez l'ophtalmo. Chez mon ophtalmo à moi que je connais depuis que je suis toute petite. Et elle a essayé de me le dire avec douceur, en fait, en me caressant le genou parce qu'elle me connaissait depuis toute petite. Et en fait, je n'entendais rien. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas compris. Voilà, je suis partie du rendez-vous, du cabinet. C'est comme s'il n'avait rien entendu, en fait. Ouais. Et elle m'avait donné un deuxième rendez-vous à l'hôpital à Mulhouse le lendemain avec un confrère. Et bon, là, c'est vraiment où j'ai réalisé la chose. Je pense que voilà. Ouais, il fallait du temps Il pour fallait réaliser. C'est une normal. nuit complète. Je savais qu'il y avait un souci parce qu'on se battait depuis des semaines pour voilà, trouver ce qui se passait. Et du coup, là, les choses se sont enchaînées. 2 jours après, on était rendez-vous anesthésiste. Et 2 jours encore après, ça s'est enchaîné. Rendez-vous opératoire et tout ça. Et toutes les semaines, voilà. Ça a été un parcours. Et Laurence, peut-être, peut nous dire comment ses parents ont ressenti ce moment-là? Ouais, c'est ce que j'allais. Ouais. En fait, mes parents l'ont su à l'âge de 6 semaines parce que à ma naissance, ma maman elle avait dit qu'il y avait un souci au niveau des yeux. J'avais les yeux qui larmoyaient un petit peu, je crois, et les yeux un peu rouges. Et ils lui ont dit: «Ah, vous savez, à l'accouchement, ça, des fois, les vaisseaux, ils claquent un petit peu, donc ça se remet». Et à 6 semaines, ils ont, enfin voilà, un peu avant, je crois, je sais plus exactement, ils ont fait des photos et ils ont vu que je réagissais pas au flash comme voilà, comme Delphine. Ils ont essayé de faire un peu des tests eux-mêmes aussi. Et en fait, du coup, ils m'ont emmenée chez l'ophtalmo, enfin le médecin traitant qui m'a orientée chez l'ophtalmo tout de suite. Donc je citerai pas son nom. Il m'a très bien prise en charge. Il m'a tout de suite envoyée à Strasbourg parce qu'il a vu que j'avais une tumeur bénigne au fond de chaque œil. Et en fait, de ce fait, il m'a envoyée à Strasbourg tout de suite après. J'ai été, comment on dit, anesthésiée. Ils m'ont fait des examens approfondis, une biopsie de la tumeur. Pendant 5 jours, on a dit à mes parents que j'allais pas vivre longtemps. C'était sûrement un rétinoblastome, donc il fallait enlever les 2 yeux, sinon je serais plus là. Et donc 5 jours plus tard, à 11h du soir, ma mère s'en souvient très bien, ils ont téléphoné en expliquant que c'était des tumeurs heureusement bénignes, mais que c'était le 3e cas au monde répertorié en 1988 dans la littérature médicale, donc très mal connu. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc mes parents étaient très... Donc l'annonce a été difficile, mais d'un autre côté, comme ils ont parlé du fait que peut-être que je ne vivrais pas, ils ont été quand même, comment on dit, très soulagés d'un autre côté. Ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'était que je sois en vie. Enfin voilà. Et donc je suis toujours là. Et puis bon, après voilà, il y a eu plein d'examens tous les ans sous anesthésie, etc. Mais ça n'a pas évolué. Donc voilà. Après, il y a les douleurs et tout qui s'en suivent, mais c'est un autre débat. Donc voilà. Ouais. Et du coup, la question suivante que je vais vous demander, du coup, on va commencer par Delphine. De nouveau, quel a été ton plus grand défi ou ta plus grande difficulté justement dans cette période pas évidente de l'annonce du handicap de ton enfant? C'est sûr que il a quand même fallu quelques semaines pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin comment ça va se passer. Alors c'est l'inconnu total, hein. J'ai déjà été en contact avec des personnes handicapées, pas forcément un handicap visuel, donc c'était vraiment quelque chose complètement inconnu pour nous. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà très vite, j'ai contacté l'Institut Le Phare à Ilzac, là, qui est pour les déficiences sensorielles, et en appelant un petit peu à l'aide. Et c'est vrai que Mathieu a été pris en charge quand il avait 10 mois, donc il était tout petit, quoi. Et le Phare aussi m'avait donné une plaquette d'une association, et en l'occurrence l'association Visionnaire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite ressenti le besoin de me tourner vers d'autres personnes qui étaient dans la même situation que nous, pour éventuellement, pour essayer de se projeter, ou même si je suppose qu'à ce moment-là, c'était toujours un peu au jour le jour, mais quand même pouvoir échanger avec d'autres personnes et connaître, avoir de l'aide. Ouais, tu as eu besoin d'échanger avec d'autres parents d'enfants déficients visuels, ou de voir justement des déficients visuels qui avaient grandi? Là, c'était plutôt des parents. D'accord.
Toi, c'était vraiment des parents, ton besoin, ouais. Enfin, parce que voilà, j'ai eu cette plaquette-là, j'ai fait ce numéro parce que j'avais ce numéro sur cette plaquette. Et puis, bon, il se trouve que l'association a été créée par des parents d'enfants déficients visuels, quoi. Donc, et c'est vrai que je pense que ça m'a quand même aidé parce que, voilà, ça aide un peu à se projeter et quand même garder l'espoir. Et après, c'est un peu comme… ça a répondu à certaines de tes peurs aussi, peut-être. Oui. C'est comme pour Laurence, comme Mathieu a son problème aussi hormonal, là, et que le médecin vraiment nous a dit, je ne sais pas si je vais pouvoir le sauver. Enfin bon, forcément, voilà, à la limite, la vision, c'était presque… Secondaire. Ouais, c'était super, c'est ouais. clair, hein, puisque Mathieu est sorti de l'hôpital à 1 mois, sur son carnet de santé, il y a marqué qu'il voit très bien. Hein, donc, alors, bravo. je révulsais, moi je voyais qu'il se passait rien. Mais c'est comme ma mère, en fait, hein, quand ce que tu racontes, c'est exactement, enfin, à peu de choses près, mon histoire, puisque ma mère avait aussi signalé dès la naissance et que l'ophtalmo, quand il m'a vue, il est retourné à la maternité faire un scandale, entre guillemets, pour dire que c'était pas normal, des prises en charge, que j'aurais pu y passer. Si les tumeurs avaient été cancéreuses, je serais plus là. Donc, alors que s'ils avaient pris tout de suite en compte, j'aurais peut-être été prise en charge plus tôt. Donc, ce que dit Delphine, c'est assez bizarre parce que c'est assez proche de mon histoire, finalement. Mais je pense qu'en tant que parent, et en particulier sûrement une maman, hein, sans vouloir Bien sûr. dire que les papas ils ressentent pas, mais je pense qu'on a un ressenti quand même. Et ouais, enfin, même Stéphanie, je sais pas. Oui, Stéphanie, est-ce que j'ai été dire ton ressenti à toi sur cette période? On sent qu'il y a enfin, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais quoi? Fallait juste trouver quoi. Et c'est vrai que comme c'était mon premier enfant, j'avais pas de recul pour voir. Et comme tout le monde disait qu'il avait les grands yeux de maman, donc du coup voilà. Et ouais, en plus, c'est vrai que ça. Heureusement que mes enfants n'ont pas mes yeux. Hein. Oui. Et toi, du coup, Stéphanie, tu as eu un besoin en particulier de rencontrer des parents d'enfants déficients visuels ou alors des déficients visuels? Pas du tout? Pas tout de suite, en fait. Pour moi, c'était tout de suite, en fait, moi, j'étais tout de suite envoyée avec Bastien tout de suite sur Paris. Et du coup, on était envoyé sur Paris le mercredi, on est rentré le vendredi, et du coup, je suis retournée le mercredi d'après, et ça a duré, et après tous les 15 jours comme ça. Donc, je suis restée un peu dans ma bulle, en fait, je me suis mis dans une bulle. Et après, moi, c'est surtout quelques années après. Il a fallu 6-7 ans pour que j'ai le besoin de voir du monde et pouvoir me projeter. Et d'abord, j'étais dans cette bulle et voilà. C'est intéressant parce que ça montre vraiment la différence finalement, qu'il y a vraiment chacun son histoire et que tout le monde vit les choses de manière différente et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de les vivre finalement. Oui. Peut-être je vais parler un peu du vécu de mes parents parce que moi, mon handicap a été découvert quand je vais avoir 10 ans. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tout de suite senti qu'il y avait un problème. Je savais que j'avais un problème, mais je ne le ressentais pas vraiment. Mais c'est vraiment à l'âge de 14 ans où là, j'ai senti que, bon, moi, j'ai un trou maculaire, hein, donc je n'ai pas de vision centrale, j'ai une vision périphérique. Et donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je n'arrive pas à voir d'un œil normalement. Et quand j'en parlais à mes parents, c'était pas, je disais, bon, peut-être, j'étais un peu un enfant turbulent, hein, donc ils se disaient, bon, voilà, tu fais encore quelques bêtises. Mais j'avais cette option, enfin, j'avais cette optique dans ma tête en me disant que, comme j'avais un œil qui ne voyait pas depuis des années, je disais que normalement, avec l'autre œil qui voit, c'est comme le pied. On a un pied fort, on a un pied faible, on a une main forte, une main faible. C'était comme ça longtemps, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai compris, quand le deuxième était fatigué, que là, il y a vraiment un problème. Et ça a été vraiment un choc pour ma mère, quoi. Et rencontrer les associations, c'est parce que on n'a pas tout de suite, elle n'a pas ressenti ça. Nous, c'était d'abord trouver une solution, médecin, opération, ils étaient prêts à mettre tout, quoi. Mon père, bon, il est plus réservé, mais ma mère, vraiment, ça se ressentait que c'était un souci c'était son hantise, quoi. Ouais. Et moi, tu vois, ma mère, quand elle a appris mon handicap, vraiment son obsession, c'était de rencontrer, enfin son obsession, son but à elle, c'était de rencontrer des personnes qui étaient adultes déficientes visuelles pour voir comment ça pouvait se passer pour moi plus grande. C'était pas tellement des parents, c'était vraiment des adultes. Et moi, pareil, on l'a su à l'âge de 3 mois. Moi, j'ai une amoureuse congénitale de Leber. Mais à un mois, on voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de mes yeux. Voilà. Bon. Mais moi, je vais enchaîner avec une question. Quel a été le ressenti de vos enfants quand ils ont
Alors, Laurent, Laurent, la question sera différente. Quand ils ont ressenti qu'ils étaient différents des autres enfants, on va commencer par Delphine. Quand il a pris conscience que là, j'ai quelque chose qui est différent, comment tu as accueilli ça et quel a été ton ressenti? Alors, c'est difficile finalement de se dire à quel moment il l'a ressenti. Je ne sais pas trop finalement. Mhm. Alors, Mathieu, il a toujours été dans l'école, enfin, il a été en inclusion, hein, donc il a été à la crèche, après, il a été à l'école, enfin, comme tous les enfants, quoi. Euh, alors, je pense que ça a été plus difficile pour lui vraiment au collège. Le collège, ça a été vraiment terrible, hein, parce que là, les autres enfants, ils lui ont pas fait de cadeaux, et autant en école primaire, maternelle, il était protégé, voilà, c'était une petite école. Les autres enfants, enfin, ils ont appris à vivre avec lui depuis tout petit, quoi. Après, vraiment, ce qui a été très, très compliqué, c'était le collège, encore un petit peu le lycée. Mais c'est vrai que là, les enfants, ils le coinçaient dans les toilettes, ils lui testaient sa vue, quoi. Ah ouais. Et puis, ils Ouais. n'étaient pas très gentils avec lui, hein. Et c'est vrai que ça, enfin, moi, c'était très, très difficile, vraiment. Quand il me racontait ça, je ne savais pas trop quoi lui répondre, quoi, parce que j'essayais de rester positive. Je disais, mais Mathieu, ils savent pas, ils comprennent pas ce que tu as. Ils voudraient juste essayer voilà, ils testent pour voir ce que tu vois, mais j'essayais de lui dire que c'est pas forcément de la méchanceté, même si forcément c'était quand même un peu de la méchanceté parfois, mais Beaucoup quand même. plus parce qu'ils savaient pas, en fait. Ils savaient pas. Et toi, Mais Laurence, toi, ouais. tu as été, excuse-moi, Delphine, excuse-moi, tu as quelque chose à rajouter? Non, je disais que c'était quand même une période un peu difficile. Les années collège et début du lycée, c'était compliqué, ouais. Très bien, très bien. Et toi, Laurence, comment tu as ressenti quand tu t'es rendu compte que tu étais différente? En fait, moi, ça a été déjà petite parce que ma sœur faisait avec des copines du basket, par exemple, du vélo. Donc, c'était frustrant, du roller, c'était pas évident. Et ce qui m'a vraiment frustrée et ce qui me frustre encore aujourd'hui, c'est le fait que les voyants prennent un livre, n'importe lequel, et que nous, on n'y a pas accès. Et que si on veut en avoir accès, déjà, c'est pas dit qu'il soit transcrit. Et de deux, il est très cher sur le marché. Donc, c'est super. Enfin, moi, c'est ça qui m'a frustrée le plus. Et ensuite, à l'école, j'ai eu des réflexions. Je me suis fait insulter beaucoup. Euh, et quand je suis arrivée au collège, j'ai fait une dépression en quatrième, troisième, plutôt en quatrième. J'étais sous antidépresseur parce que j'ai eu une phase d'acceptation aussi quelque part. Même si je ne sais pas si le mot accepter peut être utilisé, mais enfin, on tolère, voilà, qu'on est comme Faire ça. avec. Voilà, faut faire avec. Je me suis posé des tas de questions. Est-ce que plus tard j'aurai une vie de famille comme tout le monde? Est-ce que je pourrais évoluer comme tout le monde? Parce que c'est vrai que l'adolescence, n'importe qui se cherche. Donc, en un handicap, je pense que c'est différent. Enfin, on se cherche encore sur d'autres thèmes, peut-être. Euh, et au lycée, ça a été encore pire parce qu'en première, là, honnêtement, je me suis fait suivre par un psychiatre parce que ça n'allait plus du tout. Parce que voilà, il fallait que je fasse le deuil finalement de certains projets, enfin que moi j'aurais voulu. J'avais eu des profs très difficiles avec moi aussi, qui m'ont humiliée devant toute la classe. J'avais des gens qui me disaient de ma classe, qui me disaient pas bonjour, mais qui venaient que pour les prises de notes, mais qui me reprochaient de faire du bruit avec mes appareils. Donc ça a été une phase très difficile. Et ensuite, je voulais faire un DUT. Et là, pendant un mois, j'étais à l'UT. Et comme c'était pas adapté, que c'était pas possible de suivre, j'ai dû arrêter. Donc là, je me suis pris une vraie claque parce que quand on a 19 ans, qu'on fait plus d'études, on peut pas trouver de petit emploi en grande surface ou autre. Et d'un autre côté, la hache, on la touche qu'à 20 ans, donc on rentre dans aucune case. Donc là, je me suis dit, mais je suis quoi en fait? Là, encore une fois, c'était difficile pour moi. Et heureusement que j'avais, enfin j'ai toujours, mon mari, donc mon petit ami de l'époque, qui a toujours été là. Et donc après, on s'est projeté dans notre vie. Moi, je voulais pas d'enfant au départ, résultat, j'en ai eu 3. Donc voilà. Et ouais, si ce que je peux me permettre du coup de te poser la question, est-ce que tu as eu peur, enfin, est-ce que tu as peur aujourd'hui, parce que tes enfants sont assez jeunes, du harcèlement scolaire pour tes enfants, parce que finalement, là aujourd'hui, c'est le handicap, la différence, mais je suppose que tes enfants, comme tous les enfants, on a tous une différence, quoi, finalement. Voilà, la normalité pour moi n'existe pas. Enfin, Ouais, qu'est-ce que la voilà. normalité? Je veux dire, il y a des gens bêtes sur Terre, pour rester poli. Voilà, il faut des handicapés, il faut tout pour faire un monde, malheureusement. Mes enfants, en fait,
À la base, moi, j'en voulais pas parce que pour moi, comme j'ai des soucis aux yeux qui me font prendre des médicaments, j'ai dû aller voir, enfin, je suis allée voir la généticienne pour être sûre que ce soit pas génétique, même si les tests avaient fait quand j'étais bébé. J'ai dû faire des consultations préconceptionnelles pour arrêter les traitements, parce qu'on ne peut pas les arrêter, d'un coup. Donc ça a été tout un petit parcours. Bon, après, je les ai eu jeunes quand même, donc ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Et mes enfants, en fait, ce que moi j'avais proposé, c'est de faire bon, avec le Covid, on peut plus, c'était de faire des sensibilisations dans les écoles. C'est-à-dire qu'en maternelle, j'avais fait des ateliers avec le toucher pour que les enfants puissent comprendre et ne pas harceler mon fils de questions. Donc ils pouvaient me poser les questions, je reste à leur disposition, ouais, à leur disposition, enfin je sais pas comment on C'est dit, génial. à leur Ah ouais. écoute. Ouais, Donc ouais. j'avais proposé aux écoles. En primaire, quand il était en CP, j'avais emmené les matériels que j'utilisais en géométrie, enfin tout ce que j'avais à la maison pour pareil, pour pas qu'ils soient harcelés de questions. Ils m'ont posé des tas de questions. Après, j'ai participé aux sorties scolaires le mieux que je pouvais. Donc pareil, s'ils avaient des questions, je leur disais que j'étais là pour éviter justement que mes enfants portent le poids de tout ça. Et De quand ton handicap, ouais. voilà. Et après, j'ai cherché à l'école. Bon, maintenant, avec les deux autres, malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas. Mais la prof que mon fils a actuellement et que mon autre fils avait eu en CP, je l'avais eu moi aussi en intégration. J'étais intégrée un jour par D'accord, ouais. semaine. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaye moi aussi de m'investir là-dedans de manière à ce que les autres enfants n'harcèlent, enfin, ouais, je ne sais pas si on peut dire harceler, mais Ben, c'est l'harcèlement scolaire, il faut le dire. Oui, voilà, clairement, ouais. n'harcèle pas mes enfants. Et c'est pour ça que je fais les anniversaires de mes enfants à la maison pour que les parents voient que finalement, on peut faire comme les autres. Enfin, Ouais. je pense, après, je sais pas. Hein. Et toi, Stéphanie? Ben, du coup, nous, en fait, ça a encore été. Je veux dire, moi, j'avais de la chance parce que Bastien était dans une école normale qui accueillait 4-5 enfants déficients visuels à la primaire. Oui. Pourtant, il était à la crèche maternelle normale. Et du coup, je pense que pour les enfants, entre guillemets, normales, et ben, du coup, d'avoir dans leur école des enfants en situation de handicap, ça aide aussi. Après, le souci qu'il y a eu au CP, c'est que Bastien, une fois, il est rentré en pleurant parce que lui, il avait droit à des grands classeurs et les autres, ils avaient tous des cahiers et ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors, j'ai dû tout lui expliquer que lui, il ne pouvait pas parce qu'il il devait tout avoir en agrandi. Et après, il y a une période de dépression un petit peu vers 10 ans où il a commencé à avoir des douleurs oculaires aussi et il voulait faire du vélo tout seul, faire des choses tout seul qu'il ne pouvait pas faire et ça, c'est difficile. Là, on a dû aller consulter quand même. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on a toujours eu de la chance. En fait, pourtant, je lui pose des questions pour voir si ça a toujours, c'était notre inquiétude. Mais même après, au collège, en fait, ça a suivi. C'était les élèves, en fait, qui étaient aussi à l'école élémentaire où il était. Et du coup, ils connaissaient déjà un peu le handicap. Donc, pour moi, c'est vrai que pour Bastien, il a eu de la chance de ce côté-là. Ouais. Mais c'est bizarre parce que, enfin, si je puis me permettre juste, les douleurs, il les a eues, moi je les ai eues à 9 ans et lui à 10 ans. Et c'est vrai que quand tu es enfant, ça isole, la douleur, ça isole déjà en temps normal. Mais là, tu as la douleur plus le handicap comment dire, c'est pas qui t'empêche de vivre, mais qui te frustre et qui t'empêche d'avancer finalement. Et ça, c'est encore pire. Quand tu as mal, c'est encore pire. Bah oui, je pense et je que cette comprends douleur. pourquoi il est tombé en dépression. Mais il y avait cette dépression-là. Enfin, je veux dire, c'était en fait, à cette période-là, il a dû faire le deuil de son œil gauche aussi. Ouais, tu vis deux injustices. Voilà, donc du coup, il a perdu la vue complètement de cet œil. Et je pense que là, c'était de comprendre qu'il fallait apprendre le braille et comprendre ce qui pouvait arriver, quoi. Ouais, donc tu vis l'injustice d'avoir mal physiquement et l'injustice du handicap en lui-même. Oui. Alors là, je vais aller dans une. Merci déjà d'avoir répondu à cette question qui était passionnante. Je vais aller dans une question qui peut paraître délicate et c'est la situation du couple. Quand on connaît, moi qui ai quand même une petite expérience déjà avec j'ai rencontré beaucoup de couples et des parents seuls, des parents qui se sont séparés à cause du handicap de l'enfant. Mais que pensez-vous de cette situation-là qui peut être compliquée quand l'enfant devient handicapé? Il y a souvent des séparations, souvent ça forge les couples et souvent il y a des séparations. Il faut le dire clairement, hein, donc ça peut être un sujet tabou, mais comment ça s'est passé? On va commencer par Delphine. Bon, ben, enfin, avec mon mari, vraiment là, quand c'est arrivé, fallait qu'on se serre les coudes, hein, et enfin, moi, je pense clairement que ça nous a plutôt renforcé, enfin, ça a renforcé notre couple que le contraire, quoi. Et en plus, bon, Mathieu a un grand frère donc, qui avait 3 ans et demi quand Mathieu est né. Et c'est vrai que il fallait être là pour Quentin aussi. Et c'était, je pense d'ailleurs, c'est une des difficultés quand il y a d'autres enfants, c'est que quand même faire que chacun. Pour les deux, ouais. Voilà. Enfin, ouais, c'est vrai qu'avec Mathieu, moi j'étais énormément à l'hôpital avec lui, enfin beaucoup de consultations, tout ça.
Enfin, toutes ces années d'école et tout, c'était des heures ou des heures où on passait à faire des devoirs. Mais le challenge, c'était vraiment de conserver aussi enfin, du temps et puis de l'attention pour son grand frère, quoi. Et après, c'est vrai qu'on avait de la chance parce que Quentin, il a toujours adoré son petit frère. Il l'a vraiment attendu. Alors, c'était beaucoup de déception au départ parce que ben, forcément, il n'a pas pu le voir pendant un mois et il ne comprenait pas trop. Il était trop petit. Mais je pense que tout ça a fait que nous, ben, forcément, il fallait qu'on mette toutes les chances de notre côté. Et il fallait être là pour Quentin, il fallait être là pour Mathieu. Et je pense que de notre côté, enfin, ça s'est bien passé, hein, la preuve. Ça fait 26 ans qu'on est mariés. Ça va bien. Super, Donc... super, super. Et toi, Laurence, ça a été tes parents? Comment le ressent? Mes parents, ils se sont tout de suite ils ont fait bloc pour, comme Delphine en fait, pour, ils ont contacté le phare, ils ont tout mis en place. J'ai été suivie toute petite depuis l'âge de 4 mois par le phare. Et ils ont vraiment tout fait pour. Et j'ai l'impression, enfin moi perso, ils m'en ont pas parlé de, comment dire, de soucis entre eux, mais au contraire, ils ont été soudés jusqu'au bout en fait. Et maintenant encore aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, donc je pense pas que ça les a. Bien sûr, sur leurs projets futurs, ils voulaient d'autres enfants. Là, par contre, ils ont arrêté parce qu'ils préféraient me donner ma chance finalement. Mais puis je pense qu'il y a la peur après d'en faire d'autres. Enfin, je sais pas, hein. Je suis pas à leur place, mais je sais en fait qu'ils sont encore là, encore ensemble et non, j'ai pas l'impression que ça les a plus perturbés dans leur couple que ça. Et tu leur as donné l'exemple avec les 3 enfants. Vous aurez pu y aller plus. Ouais, non, mais vu tout ce qu'ils ont subi avec Oui, moi, oui. les différentes opérations quand j'étais petite, les différents tests, ils avaient, je pense aussi la peur et peut-être plus envie, je sais pas. Bon, Mais ceci, en tout il faut cas, rajouter peut-être que la vision, enfin, pas la vision, le regard de la société était différent dans les années 80, on va dire c'était fin 80, 90, par rapport à aujourd'hui où la science a beaucoup plus évolué. Et je te laisse continuer. C'était juste ce petit détail que je voulais ouais, rajouter. mais Ouais, puis c'est vrai que quand c'est un premier enfant, en plus déficient Mhm. visuel, on se retrouve avec toute cette charge mentale liée au handicap, et quel que soit le handicap d'ailleurs. Mais on se retrouve avec une charge mentale. Toi, Laurence, ça a été beaucoup d'opérations. Toi, Delphine, tu parlais beaucoup de rendez-vous, que ce soit médicaux ou autres. Et pour les parents, quand c'est un deuxième enfant, bon, tu as déjà le premier enfant. Mhm. moi, je suis Qui la est là. deuxième. Voilà, ah, t'es la deuxième, toi. Ouais, je C'est que suis ça la peut être deuxième difficile de se justement. dire de faire un autre enfant derrière. Que ce soit De se dire, aujourd'hui bah, ou il y voilà. a 15 ans, je veux dire, même si la science a évolué, Mhm. je veux dire, ils attendaient de voir si c'était génétique. Après, même si la science Ouais. évolue, c'est quand même des sacrés parcours à faire et c'est fatigant aussi mentalement, comme dit Agathe. Donc, je ne sais pas si même si ça arrive aujourd'hui, dans mon cas, de toute façon, comme j'étais la troisième au monde, ils n'ont pas fait de recherche, il faut être honnête, parce que c'est pas rentable, hein, voilà, encore une fois. Ouais. Mais je veux dire, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose dans leur opinion, en fait. Pas du tout, je pense pas. Parce que bon, le matériel coûte cher, eux, ils voulaient me donner ma chance, donc ils ont. Et puis, comme elle dit Delphine, je suis désolée, mais on accapare du temps à nos parents, hein, finalement, quelque part. Et ouais, c'est ça. Et toi, C'est Stéphanie? ça. Et toi, oui. Ouais. Moi, il y a eu une séparation au bout d'1 an, mais je ne pense pas que c'est dû voilà, à l'handicap de Bastien. Parce que du coup, c'est vrai que malgré qu'on s'est séparés avec le papa, on fait des allers-retours ensemble à Paris, parce qu'on le fait sur 24 heures pour pas trop manquer le travail aussi. Et du coup, on s'entraide sur le trajet. Il a toujours été là et voilà. Je te laisse prendre la main, Agathe. Oui, est-ce que vous pourrez nous dire quelle a été votre démarche ou quelles ont été vos astuces pour surmonter justement les moments difficiles liés au handicap de votre enfant? Du coup, Delphine? Bon, bah moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je me suis tout de suite rapidement engagée dans l'association Visionnaire et c'est vrai que je pense que ça m'a énormément aidée, hein, le fait voilà, de pouvoir échanger. Ou aussi, Mathieu était suivi par le phare et puis au maximum, je me rendais quand il y avait les goûters, quand il y avait. Et le fait de rencontrer les autres parents. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Après, Mathieu, Attendez, je vais juste rappeler, là, il y a les spectateurs. Préparez vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a plus de 50 personnes là. Préparez vos questions que vous voulez poser tout à l'heure. C'était juste la petite parenthèse. Je te laisse continuer. C'est vrai que Mathieu, c'est un enfant qui a toujours été très, très jovial, très, très sociable et tout.
Et finalement, je pense que c'est lui qui nous a le plus aidé à surmonter tout ça, parce que toujours, il nous disait: «Mais je suis l'enfant le plus heureux du monde». Enfin, il nous le dit encore, aujourd'hui, quoi, qu'il est heureux, même s'il a eu des périodes, je veux pas édulcorer, hein, mais il a eu des Ouais, périodes bien sûr, vraiment oui. Ouais. où il a pleuré, il disait: «Pourquoi je suis pas C'est comme les normal. autres? Ouais. Voilà, je voudrais aussi, faire du vélo ou machin». Mais Ouais. mais dans l'ensemble, c'est vrai que Mathieu, il est de ce côté-là, je pense que c'est lui finalement qui nous a sûrement le plus aidés, parce que voilà, enfin, on voyait bien qu'il était pas malheureux. Nous, on l'a toujours poussé à faire le maximum de choses comme les autres. Il est Ouais. parti en colonie, même si c'était que le village à côté, mais on l'a laissé partir en colonie. Et enfin, voilà, il a Tu as toujours été à son écoute, en fait. Tu as été à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. En fonction, tu as pu le laisser quand tu as vu qu'il était prêt, j'imagine. Oui, oui, même si c'est vrai que ce qui est difficile, enfin, je me rends compte maintenant aujourd'hui voilà, qu'il est parti, qu'il part sur Paris faire ses études. Et ce qui est compliqué, c'est de pas trop aider et quand même de lui apprendre l'autonomie. C'est vrai que Ouais. ça, maintenant il me le dit, hein, il me dit: «Quand tu me laisses faire, tu arrêtes». C'est vrai qu'on a Ouais. tendance à vouloir en faire un petit peu trop pour Ouais. Ouais, c'est un challenge, ouais. Les parents, ils sont mais tous pareils. c'est vrai que oui, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais sûrement des fois dû faire moins pour que lui soit plus autonome. Mais c'est difficile parce que, voilà, on est souvent pressé par le temps. Et ouais, Et c'est ça, il faut aller plus vite. Le voilà. quotidien, il avance, ouais. Et t'as la Et peur? toi, ouais, il a peur. Et toi, Laurence, du coup, en tant qu'enfant en situation de handicap, comment tu as pu passer par-dessus les difficultés liées à ton handicap, justement? Ben, en fait, mes parents, ils m'ont fait suivre, donc justement, comme je disais avant, par le phare dès l'âge de 4 mois. Donc, il y avait une éducatrice qui venait à la maison. Ouais, Et mes parents le disent encore aujourd'hui, grâce au phare, en fait, ils m'ont pas trop couvé. Et je leur en remercie parce que sinon, j'en serais pas là où j'en suis. ouais, Et moi, comme Mathieu, j'ai eu des périodes où je pleurais dans ma chambre. C'est pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je suis comme ça, etc. Et en fait, on est avec toutes les frustrations qu'on peut avoir quand on est enfant, je pense qu'on se forge un caractère. Et moi, ce que je faisais, ben, je me plongeais dans la musique, par exemple. Je faisais de la chorale, je voulais faire du judo, mais bon, à cause de mes yeux, j'ai dû arrêter. Heu, Après voilà, et donc ça a aussi été une frustration. Et donc c'est vrai qu'il fallait que je passe au-dessus. Et pour passer au-dessus, je me suis vraiment réfugiée dans tout ce qui était musique. Et mes parents me disaient toujours: «Mais tu restes toute seule dans ta chambre». Mais c'était mon univers à moi ouais, et c'était la chose qui m'était accessible sans l'aide de quelqu'un. ouais. Donc j'étais bien, vraiment j'étais bien. Et j'avais la chance aussi d'avoir ma grand-mère à côté, donc les trajets, je pouvais les faire toute seule. Donc là aussi, j'étais toute seule. J'ai Là où je pouvais aller, j'allais parce qu'on avait des cours de locomotion. Et encore une fois, grâce à ça, ben, j'ai pu me débrouiller. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ma mère, des fois, elle me dit: «Mais il y a des travaux, tu peux pas aller à l'école toute seule». Ben si. Alors des fois, je lui dis: «Mais c'est pas moi qui y va», donc je raconte n'importe quoi. Et après, elle me voit, elle me dit: «Mais tu m'as menti, c'était toi qui y allais». Je dis: «Bah oui, mais je m'en suis quand même sortie». Parce que l'autonomie, c'est aussi, attendre l'aide de l'ouvrier, par exemple, ou d'un passant. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas toujours aux parents de courir. Mhm. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Et après, je pense Ouais. qu'il faut se forger son caractère et faire de l'autodérision et je pense Ouais, que tout à fait. L'autonomie, c'est pas faire seul. L'autonomie, c'est non, savoir faire en demandant de l'aide si besoin et est. pas toujours aux Ouais. mêmes personnes, parce que les Mm. parents n'ont pas à subir, ils se sont déjà tellement battus. J'estime que quand on est grand, il faut qu'on nous aussi, on se dise: «Bon, bah, allez hop, on y va. OK, sans la vue, mais il faut qu'on se débrouille». On nous a donné toutes les clés, enfin moi, on m'a donné toutes les clés en main pour, pouvoir m'en sortir plus tard. Donc maintenant, c'est à moi de les prendre et de comment vous dites, comment je peux dire ça? C'est à moi de les prendre et de montrer que justement elles me servent. Mm. Et voilà. Et ces clés-là, Juste pour oui. donner une petite parenthèse, il y a Chantal qui dit: «Tu as une jolie voix, Laurence». Chantal, salut! On se connaît depuis longtemps, elle m'a vendu du pain. Au ciel, on s'est pris des fois la tête parce que, ben, bon, c'était pas méchant, mais je veux dire, il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord et elle peut dire que j'ai un caractère très fort. Et justement, je pense qu'on doit avoir un caractère plus fort, peut-être, que quelqu'un de valide. Enfin, je sais pas, hein. Mais c'est intéressant parce que je vais te demander, Stéphanie, la même question, mais dans vos deux cas, on remarque que l'aide, elle s'est faite dès la petite enfance, que ce soit via une association dans laquelle tu t'es investi ou via des éducateurs qui sont venus chez vous. Et Ah en ouais, fait, j'ai l'impression que vraiment la oui, petite enfance, c'est un coche à attraper pour les parents qui nous écoutent. Si vous oui. avez des enfants petits, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, que ce soit d'associations, de personnes, d'éducateurs,
de personnes comme moi, par exemple, qui peuvent vous accompagner. Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est une période qui est cruciale pour vous et pour votre enfant. Et toi, Stéphanie, du coup, quels ont été tes tips, j'ai envie de dire, tes astuces pour le quotidien, pour les difficultés? J'ai eu de la chance d'avoir le phare aussi qui est très jeune. Décidément, le phare, franchement, c'est… Ah oui, ouais. Le phare, ouais. très jeune de Bastien que j'ai, à ma demande, j'ai aussi demandé, bon, elle demandait aussi si ça dérangeait l'éducatrice qu'elle vienne à la maison, et moi j'ai accepté ça avec plaisir parce que je trouvais que c'était important qu'elle vienne, qu'elle m'aide aussi. Parce que du coup, pour que Bastien puisse se repérer bien dans l'espace, même si c'est chez lui, pour contraster les choses, pour aménager au mieux, pour que tout soit bien, que je fasse au mieux. Parce qu'en tant que maman, on a envie que tout soit parfait, en fait. Et après, comme je reviens sur ce qu'a dit Delphine par rapport à Mathieu, c'est vrai que Bastien, il a une joie de vivre. C'est phénoménal. Il pouvait rentrer de Paris où il pleurait pendant quelques heures. Il avait très, très mal. Et tout d'un coup, hop, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est limite, c'est une perte de temps, ce qui s'est passé avant. Voilà, il faut profiter au maximum de tout ce qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment la philosophie de Bastien. Après, vers 6-7 ans, je me suis plus axée vers l'association visionnaire parce qu'avant, voilà, j'étais pas trop prête. Et cette association, c'est vrai que ça m'a permis de me projeter sur l'avenir de Bastien aussi, de pouvoir échanger avec des parents, avec les enfants. Voilà, c'était vraiment, c'est encore, c'est encore malgré la Covid actuellement. C'est voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que les parents ne se rendent pas souvent compte, ou mes parents se rendent compte aujourd'hui, et les parents de certains d'entre vous, enfin vos enfants, c'est que les enfants malvoyants, non-voyants ont un potentiel énorme. On ne s'en rend pas compte parce qu'on reste toujours c'est comme une couveuse, les parents surprotégés. Il faut faire attention à la surprotection parce que c'est là où l'enfant ne s'exprime. N'est pas épanoui. Il n'est pas épanoui. Il peut être épanoui, mais selon vous, en fait, mais pas selon l'enfant. Tu vois? Oui. Et donc, c'est vraiment ce que les parents, d'ailleurs, on donne cette information aux spectateurs, les parents d'enfants déficients visuels, malvoyants ou non-voyants, il faut vraiment laisser l'enfant s'épanouir. Je connais des… Mais tout handicap, hein. Mais quel que soit le handicap et quel que soit l'enfant, et quel que soit l'enfant, même de toute manière, le parent, il est là pour que l'enfant s'épanouisse le plus possible. Et quand l'enfant est en situation de handicap, c'est important que le parent il réussisse lui-même à surmonter pour que l'enfant, parce que si vous êtes des piliers solides, mais votre enfant, il va s'envoler. Vous n'imaginez pas le potentiel qu'il a, c'est incroyable. On peut donner des exemples. Par exemple, il y a une petite rubrique que j'ai dans DV Lancez-vous, la rubrique transmission. Quand vous entendez les enfants, il y a Arda, Naël, Anatolie, il y a d'autres jeunes aussi que j'ai en préparation pour les nouvelles surprises, mais c'est des enfants. Mais vous posez la question, souvent des adultes malvoyants, non-voyants se posent la question, mais pourquoi je ne suis pas comme eux? Mais en fait, c'est juste qu'il faut se libérer aussi. Les parents aussi doivent être là pour accompagner, mais pour accompagner à un niveau. Ils ne doivent pas tenir la main, mais accompagner. Il faut faire attention. Après, je pense que les parents, ils ont aussi une certaine pression parce qu'ils veulent justement qu'on soit dans la normalité, entre guillemets. Donc, aussi. J'aimerais pas être… Enfin, ils sont dans la… En même temps, ils doivent quand même avoir quelque part une pression, je pense, inconsciemment peut-être, je ne sais pas. La pression de la société, tout simplement. Ouais. Mais d'ailleurs, on va peut-être revenir à une petite question comment la famille a accueilli justement ce moment-là, hein? La famille, par exemple, toi, Laurence, comment ta famille, la famille, tes tantes, tes oncles envers tes parents, ça a été un accueil, ça a été un soutien? Dis-nous. Alors, en fait, ça a été un soutien, oui, parce que j'ai un grand-oncle qui a même voulu découper les coins de ses meubles pour pas que je me cogne, enfin pour que si je me cogne, je me fasse pas mal. Il voulait arrondir les coins de ses meubles. C'est une anecdote qui me fait bien rigoler, mais c'est mignon quelque part. Et parce que bon, il avait une 60aine d'années à l'époque. Et mon père lui a dit: «Mais non, il faut qu'elle vive comme tout le monde, on va pas la surprotéger, il faut faire attention», mais voilà. Et après bon, je sais que beaucoup de monde ont un peu pleuré quand même. Après, je sais pas si mes parents ont eu le soutien escompté, ça je peux pas, je sais pas du tout et je vais pas raconter n'importe quoi. Donc à cette question, je sais pas trop quoi répondre. Mais ils ont eu quand même quelques soutiens, ouais. Et toi, Delphine? Oui, si, la famille était très, très présente. Les amis aussi? Les amis, oui, non, mais tout à fait. On n'a pas senti qu'il y a des gens qui sont retirés de notre cercle d'amis parce qu'il y a eu le handicap à Mathieu, hein. Non, je peux pas dire ça.
Et toi, Et Stéphanie? vous n'êtes pas senti seul face finalement à ce monde? Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que la famille, elle soutient, mais elle ne comprend pas forcément comment ce qui se passe ou comment vous pouvez vivre les choses. Ça t'a Si, pas... ma mère, si, ma mère, si. Ouais, mais tu sais aussi qu'il faut rajouter qu'il y a les familles qui se renferment aussi hein, dans ces moments-là. Ouais, Oui, c'est Oui. ça vrai. aussi, c'est aussi à souligner. Ouais, bon, après, je pense que c'est une question de caractère de chacun. Enfin, Oui, je pense. je pense qu'on est quand même une famille, enfin, avec mon mari, on est très, très ouvert, on a beaucoup voyagé. Enfin, voilà, on est quelqu'un d'ouvert. Donc, forcément, enfin, Mathieu, on l'a toujours emmené partout avec nous. On lui a fait faire tout ce qu'on pouvait, ce que nous, on faisait. Et voilà, en adaptant. Mais non, c'est pour ça, je pense pas que. Non, je pense qu'il a été bien accepté. Et toi, Stéphanie? Ouais. Ben moi, pareil, heureusement qu'il y avait la famille. Après, c'était toujours un peu parfois difficile parce qu'il ne comprenait pas voilà, quand il revenait de ses douleurs et tout ça. Mais pourquoi encore? Il a une opération, il a des douleurs. Mais j'ai eu de la chance quand même d'avoir en soutien ma famille et mes amis. Après, comme elle disait Delphine, voilà, nous, avec Bastien, on a toujours fait tout ce qu'on pouvait faire avec lui, aller marcher en montagne, enfin voilà, des trucs que tout le monde dit, mais comment ça se fait? Il ne voit pas bien, il peut aller marcher en montagne. Mais je pense que c'est important de le faire, de ne pas regarder que sur le handicap. Moi, maintenant, je rentre parfois le soir du travail à 18-19 heures, il m'a passé l'aspirateur, il m'a vidé le lave-vaisselle. Je veux dire, voilà, je pense qu'il faut les laisser faire comme… Je faisais ça aussi quand ma mère travaillait. Les laisser être. Faut que je le dise à Mathieu, hein, pas ça, il n'a jamais fait. Si, moi, je l'ai fait. C'est au-delà de laisser faire, je pense. C'est vraiment laisser être même, ouais. Mes parents, ils m'emmenaient aussi partout, hein, dès qu'ils pouvaient. Ah Bon, ouais, moi aussi. des fois, c'est moi qui m'ennuyais dans certains trucs qui étaient trop visuels, donc je demandais à rester chez mes grands-parents, mais c'était de mon plein gré, parce que je m'éclatais là-bas. Mais c'est vrai que sinon, on faisait tout ensemble et j'avais le droit aux descriptions aussi. Donc, il disait à ma sœur, ah, regarde, il y a ça dans la voiture à travers la vitre. Et moi, j'avais le droit aux petites descriptions, c'était bien, j'aimais bien. Il nous reste 10 minutes de débat. Je vais prendre la main un petit peu justement pour poser une question qui me semble importante pour ceux qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez dire, Delphine, Laurence et Stéphanie, l'importance d'une association dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'une association peut apporter? Pourquoi les parents doivent aller vers les associations de parents d'enfants handicapés visuels? Parce qu'il y a beaucoup qui sont encore réticents. Delphine, commençons par toi. Alors, je pense qu'il y a l'association, mais aussi, enfin, en ce qui nous concerne, nous, dans notre secteur, là, il y a le phare. Je pense que c'est vraiment très complémentaire, les deux. Alors, l'Institut, forcément, ben, il y a des professionnels, hein, parce qu'en tant que parent, voilà, on n'est pas professionnel. Faire de la VJ ou de la locomotion, ben, on ne sait pas faire, hein. Donc, il y a tout ce côté-là vraiment plus technique que peut nous apporter l'Institut pour déficience sensorielle, que ce soit même la psychologue, l'éducatrice. Et ça, je pense que c'est primordial pour les enfants, surtout pour qu'eux puissent avancer dans la vie et même les conseils qu'ils nous donnent. Hein. Moi, tout petit, ils m'ont dit faut vraiment que vous inscriviez Mathieu à la crèche. Je ne l'aurais jamais fait de moi-même parce que je l'aurais gardé vers moi. Et voilà. Et puis, à côté de ça, il y a les associations. C'est plus le côté peut-être plus humain, même si je ne veux pas du tout dire qu'au niveau de l'Institut, il n'y a pas d'humain, hein, pas du tout. Mais enfin, c'est plus les relations amicales et peut-être au niveau des loisirs. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au niveau de l'association Visionnaire. Notre association, elle est vraiment plus tournée vers tout ce qui est culture. Et puis les voyages permettent aussi aux personnes déficientes visuelles de voyager comme tout le monde, en adaptant, bien entendu. Mais et je pense vraiment qu'il faut vraiment se lancer en tant que parent. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas toujours prêt et ça veut aussi c'est un peu le début de l'acceptation de ce handicap, quoi, de se dire, il faut aller vers les autres, mais en fait, les autres, ils peuvent que nous apporter des bonnes choses, quoi. Que ce soit au niveau d'un institut ou au niveau d'une association. On peut apprendre plein de choses des autres, que ce soit des parents ou des enfants eux-mêmes. Hein, et je veux dire, ce qu'il y a, c'est que, je vois Mathieu, alors il n'a pas eu beaucoup de copains, et d'ailleurs, c'est une des choses un petit peu difficiles pour moi, parce que, comparé à son grand frère qui a sa bande de potes,
Et c'est vrai avec Visionnaire, il a quand même eu l'occasion de rencontrer d'autres enfants et d'avoir quand même des copains, quoi. Alors que au collège, ou même s'il avait des copains comme ça, mais enfin, c'était pas une amitié très profonde. Donc, Comme après, le dit l'adage, il faut un village pour élever un enfant. Et c'est pour D'accord. ça que c'est important aussi, les associations. voilà. Donc, c'est un Ouais. tout. Moi, je pense que ce soit les instituts, les associations, enfin, il faut vraiment qu'on se serre les coudes et je pense vraiment que c'est que de l'aide quand voilà, vous avez une nouvelle comme ça qui vous tombe dessus et puis qu'il faut pouvoir se projeter et quand même essayer de trouver des solutions ou même des choses techniques, hein, savoir comment, je sais pas, mettre le dentifrice sur sa brosse à dents, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais qu'en tant que parent, ben, on ne sait pas, donc voilà. Aller vers les autres, ça peut que être bénéfique pour vous et pour l'enfant. Et toi, Laurence, comment C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, j'ai pas trop le même parcours que Mathieu et Bastien parce que moi, j'ai été au phare à temps complet depuis toute petite et j'ai été intégrée un jour par semaine dans l'école de mon village. Donc, c'est vrai que les gestes simples comme mettre du dentifrice, etc., nous, on l'a travaillé sur place à la cantine. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas trop le même, entre guillemets, regard, si je puis me permettre, sur ça. Parce que pour moi, j'ai grandi là-dedans et j'ai eu cette chance. Après, c'est vrai qu'en quatrième, j'ai ressenti le besoin parce qu'on était intégrés. Donc là, on était 5 au collège et ensuite en seconde, j'étais toute seule et c'est vrai qu'en seconde, là, je me sentais vraiment perdue parce que j'ai toujours voulu aller dans une école entre guillemets «normale» et en fait, je me suis rendu compte qu'être la seule déficiente visuelle, ben, j'étais paumée. J'avais plus enfin, pas perdue, mais j'avais plus de soutien, de compréhension parce que, voilà, c'est tout nouveau pour les autres, donc on fait face à des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses ou on n'a pas envie de répondre parce que toute la journée avoir les mêmes questions, c'est un peu voilà et en fait, c'est vrai que là, Visionnaire, j'avais ce besoin d'association, de rencontres, avec d'autres déficients visuels. Mais tant que j'étais au phare, j'ai pas ressenti puisque le phare, c'était un peu un cocon, c'était un peu une bulle. Donc c'est vrai que j'avais pas ce ressenti-là. Mais quand j'en suis sortie, effectivement, là, c'était plus compliqué. Ouais. Oui, oui, Stéphanie. Moi, je rejoins un peu Delphine aussi du coup, pour donner le maximum de chance à notre enfant, à nos enfants. Je pense qu'il faut, dès qu'on peut. Maintenant, moi, j'ai appelé rapidement le phare aussi. Point de vue associatif, j'ai pas fait de suite la démarche, mais du coup, parce qu'ils nous ont beaucoup apporté, et je pense que et ça doit être un échange aussi. Moi, je voulais, comme Delphine, voilà, pour apprendre le dentifrice, voilà, d'autres choses. Je veux dire, c'est un travail à faire ensemble avec les instituts. Après, voilà. Et après, au point de vue association, c'est énorme. C'est ce que moi, j'ai pu apprendre, très, très riche, quoi. Je dirais, je pense que nous, on a pu apporter aux autres enfants, aux autres adultes, et eux Ouais. aussi, pour qu'on puisse avancer. Je pense que c'est… Mais ce qui est impressionnant, si je puis juste me permettre, c'est quand en étant maman, j'étais nouveau membre de l'association Visionnaire parce que je crois à un moment donné, j'y étais plus. Et en fait, ce qui est bien toujours, c'est que mes enfants et mon mari sont aussi membres et mes enfants étant valides, du coup, ils me connaissent moi, mon handicap, mais ils voient aussi les autres et en fait, ils ont une maturité et une sensibilité que d'autres enfants de leur âge n'ont pas forcément et je trouve que c'est quand même une sacrée richesse parce que, du coup, les membres, que ce soit des parents ou des enfants handicapés apportent aux valides, mais les valides, du coup, apportent aussi et je trouve ça super. Enfin, l'échange est vraiment beau et que ça continue pendant des années et encore très longtemps, quoi. Ouais. Si je peux me permettre, Yves, est-ce que en un mot, allez, en 3 mots, on va être sympa, Delphine, on va commencer par toi. Tu pourrais donner ton meilleur conseil aux parents d'enfants déficients visuels aujourd'hui? En 3 mots. Enfin, vraiment le meilleur conseil, quoi. Ouais. En fait, je pense déjà la première chose, c'est vraiment faire confiance à son enfant, quoi. Ouais. Ils sont plein de ressources et je le vois, que ce soit voilà, Bastien, Zoé, Bruno, tous ces enfants que je côtoie ces dernières années et qu'on a l'habitude, ils sont pleins de ressources et il faut vraiment leur faire confiance et il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas comme les autres. De toute façon, on le voit, et ils ont de la volonté. Et depuis tout petit, ils se battent contre plein de choses et vraiment, il faut y croire. Et
moi, je suis hyper fière du parcours à Mathieu, quoi. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour, il irait faire ses études à Paris. Incroyable. Donc, quoi. faire confiance. Faire Voilà. confiance. On va noter Confiance, ça, voilà. faire confiance. Toi, Laurence, si tu avais un conseil à donner à un parent d'enfant déficient visuel avec ton vécu d'enfant déficient visuel et ton vécu de maman aujourd'hui, même si tes enfants ne le sont pas? Ne pas nous juger trop vite et justement nous faire confiance et nous laisser faire, et surtout nous laisser faire lorsqu'on en... Comment dire? Par exemple, nous laisser faire quand nous, on se sent prêt. Parce Ouais. que moi, personnellement, au lycée, un truc tout bête, j'ai proposé aux profs de m'envoyer les cours par mail, de les traiter chez moi, et quand je me suis sentie prête, j'ai emmené moi-même mon ordinateur. J'avais demandé au proviseur, bien entendu, et était tout à fait d'accord, hein. Et ça a créé, et il a su que j'étais prête. Donc nous laisser être prêts et attendre qu'on soit prêt pour faire les choses. Ouais. Je pense. Après, voilà. Ouais. Non, mais Conseil, c'est ton conseil à toi, c'est important. Et toi, Stéphanie? Surtout les écouter et leur faire confiance, parce que c'est des belles leçons de vie. Ouais. Merci. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. J'aurais dit écouter aussi, les écouter. Et c'est eux qui vous apprendront au final aussi à comment être avec eux. Si vous les écoutez et que vous leur faites confiance, ils sauront vous apprendre. Laissez-les être. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais, je partage aussi ce petit témoignage. Je peux faire aussi que les parents doivent vraiment donner confiance à leurs enfants. C'est vrai que c'est compliqué à faire, mais il faut laisser et avoir confiance à leurs enfants parce qu'ils débordent de ressources énormes. Ils peuvent même sauver la vie. Hein. Ouais. Ça, on le vit, on le vit. Hein. Je le vis avec les membres de Vue d'ensemble, ou ce qu'on a déjà fait. On a voyagé déjà dans des endroits extraordinaires et où on a eu dangereux, on va dire. C'est des endroits beaux comme la Sibérie. C'était très beau, mais il y avait du danger. Mais on était soudés. Il y a ça aussi que les parents doivent vraiment apporter. Leur amour, certes, mais aussi beaucoup de confiance. La confiance n'exclut pas l'amour. La confiance va avec l'amour inconditionnel, hein, de toute manière. Elle va avec l'amour, tout à fait. Est-ce qu'on peut quand même parler un peu de l'association? Je sais qu'il y a 3 personnes d'association visionnaire. Dites-nous un peu ce que vous faites exactement, comment vous contactez, les numéros, les sites internet et l'adresse mail. Alors, je n'ai pas sorti ma plaquette. En quelques mots. Pas les 3, une des 3. Delphine, on va laisser Delphine, c'est la vice-présidente. D'accord, Delphine, vas-y. Donc l'association Visionnaire, alors notre adresse postale, on a notre boîte aux lettres au phare à Ilzac, justement. Alors, on a une adresse mail qui est association.visionnaire, visionnaire, VISIONERE, @gmail.com. Sinon, on a un compte Facebook, mais alors là, moi, je ne suis pas très Facebook, donc mais si vous tapez Association Visionnaire Facebook, on le trouve sur Internet aussi. Alors, on est une association qui, comme je disais tout à l'heure, on est plus versé vers tout ce qui est culture, les voyages. On a aussi déjà fait un challenge Mulhouse-Strasbourg en tandem sur 2 jours. Je me souviens, oui. Voilà, c'était vraiment super bien. On a la chance d'avoir le parrain de notre association qui est Grégory Hoth, qui est un grand musicien de jazz, qui fait du piano et qui nous a déjà offert plusieurs concerts, et il est tout le temps là pour nous soutenir, et du coup, c'est vrai qu'on peut aussi, on propose aussi des concerts. Et d'ailleurs, il y en aura un au mois de fin mars. Voilà, avec Marie Cala et Grégory Hoth. Et notre marraine, la marraine de l'association Visionnaire, c'est professeur Dolphus, qui est généticienne à Strasbourg, qui est spécialisée dans tout ce qui est aussi visuel, et donc qui est marraine de l'association quasiment depuis le début, depuis la création de l'association. Donc, c'est vrai qu'on aimerait vraiment avoir des nouveaux membres. Alors, on était un petit peu plus dirigé vers les enfants, mais finalement, non. Au départ de l'association, on organisait plutôt des week-ends ou des choses pour les enfants.
Là, c'est un petit peu pour tout le monde. Voilà. Super, super, merci. Peut-être Agathe va nous donner un peu son métier parce que c'est quand même, elle quand même Yes. travaille avec les parents, c'est important Bah, aussi. moi, je suis donc accompagnante en parentalité. J'accompagne les parents d'enfants en situation de handicap à vraiment retrouver leur rôle premier de parent, à être, être parent et le parent qu'ils ont envie d'être, quoi, en fait, à retrouver un quotidien serein et apaisé malgré le handicap de leur enfant. Je suis accompagnante en parentalité, donc je prends la parentalité dite respectueuse de l'enfant. Donc le but, c'est de considérer l'enfant comme son égal, voilà, quel qu'il soit. Moi, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook au nom de Kid Je suis. Donc Kid, sur Instagram, ce serait Kid-du-bas, enfin le souligné, je tiré du bas suis ou underscore, voilà, je cherchais le nom, j'ai le nom de voice-over qui me vient en tête avec la synthèse vocale, il dit tiré du bas, donc kid underscore je underscore suis, et vous pouvez me retrouver sur Facebook à kid je suis avec des espaces ou voilà, des espaces normaux. Moi, je propose un accompagnement sur 3 mois avec les parents, donc où le but c'est de réduire la charge mentale et émotionnelle du parent, d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est qu'un besoin et comment les accueillir, comment y répondre. Et enfin, retrouver une bonne interaction avec son enfant en situation de handicap. Voilà, pour au final avoir un quotidien apaisé et épanoui. Donc, si vous voulez me contacter, vraiment, n'hésitez pas. Super, super. Ben, écoute, on va passer peut-être déjà aux questions. Là, il y a des petits commentaires sympas. Alors là, mon mari a réagi différemment et il avait du mal à exprimer ses émotions. Je ne pense pas que ma grande fille de 10 ans ressente qu'on consacre plus de temps lors qu'on s'occupe d'elle ou qu'elle moins. Alors, une maman qui dit, par contre, nous voulions un troisième, mais nous avons pensé que c'était plus raisonnable de bien s'occuper de la première et de prendre bien en charge la déficience visuelle de Lola, rééducation, rendez-vous médicaux. Voilà, là, c'est pas une question. On va tout de suite chercher des questions. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Beaucoup de commentaires très sympathiques. Ouais. Attends, là, il y a une question. Alors, il y a une question. Bonjour, mon fils a 15 mois. Il a un glaucome congénital sévère, opéré 9 fois. Il a une valve d'Ahmed à un œil. Le deuxième suivra. Il a aussi développé une cataracte. À partir de quel âge doit-on mettre en place un accompagnement spécifique et lequel? Qui répond? Le plus tôt possible. Hein, le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que bon, moi j'ai Bastien qui est aussi suivi, qui est aussi un glaucome congénital avec valve et tout ça. Et s'il est de forme sévère comme Bastien, ça va. Voilà, faut rester sur le bon truc le plus tôt possible. Là, dès maintenant. Dès maintenant, ouais, c'est important de voir dans votre région, je ne sais pas où vous êtes, mais ce qui peut se faire, où est-ce que vous avez des institutions, des professionnels en libéral qui peuvent vous prendre en charge dès que possible pour que vous et votre enfant puissiez accueillir toutes ces difficultés le plus sereinement possible. C'est un bilan à faire et pour qu'il y ait un accompagnement après, s'il est suivi à la crèche ou à la maison, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible. Il y a juste une petite dédicace que je dois faire. Il y a des papas qui sont quand même en ligne. Hein, donc, quand même, il n'y a pas que les mamans. Les papas, on pense à vous. C'est vrai qu'on n'a que des mamans, mais. Alors, une balance difficile quand on veut, on peut, son enfant soit sur le même pied d'égalité que les autres enfants, surprotéger et être conscient du potentiel de son enfant. Merci. Alors, une autre question. Attends, là, elle est longue. Alors, il y a une dame qui écrit « Quel bonheur de te réentendre, Laurence. » Elle s'appelle, je te donne le nom de la personne. Attends. Laurie, voilà, c'est ça. Bonjour Laurie. Laurie, voilà. J'ai eu la chance de faire ta connaissance il y a 8 ans pour des séances de locomotion dans ton beau village. Laurie, c'est quelqu'un de génial. Super. Alors, c'était elle qui m'avait appris aussi l'école maternelle de mon fils, justement pour que j'ai cette autonomie-là.
Donc, du coup, elle m'avait expliqué comment était configurée l'école. D'accord, Donc, super. c'était important, justement, c'est pour dire que, en fait, l'accompagnement commence dès tout petit. Mais en étant adulte, en fait, j'ai eu la chance d'être suivie toujours par le phare. Et quand je suis devenue maman, la végiste s'est déplacée avec moi à Paris. On a regardé ensemble les astuces, etc. Et c'est pour dire aux parents que justement, ça ne s'arrête pas juste à l'enfance, finalement, Merci Laurie. l'accompagnement. Bonsoir, Laurie. Alors là, j'ai Joël Hardy qui demande comment avez-vous résolu l'accompagnement scolaire? Il répond. Alors, tu as toujours été en inclusion, hein, et alors c'est vrai que je pense qu'on a quand même de la chance d'être en France, et même si voilà, il y a plein de choses qu'on peut critiquer, mais de toute façon on peut toujours critiquer plein de choses. Je pense quand même que au niveau de l'éducation, enfin Mathieu a toujours eu une AVS depuis qu'il a. Alors il a commencé l'école en 2005 et c'est là qu'est sortie la loi sur le handicap. Et il a eu une AVS jusqu'à son bac. Toute sa scolarité, il a eu droit à une AVS, alors à plein temps même, donc il a vraiment eu beaucoup de chance. Et ça, franchement, c'est génial. Et je sais que sans l'AVS, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il l'a eu et franchement, c'était top, quoi. Alors, juste aujourd'hui, les AVS, ça s'appelle pour les parents d'enfants Oui, qui sont là, ça s'appelle une AEH. Ouais, ça a changé. Voilà, ouais. Très bien. Merci de souligner ça. C'est vrai que c'est. Mais bon, après, moi, j'ai pas eu ça en fait. Mais moi, j'ai eu, quand j'étais intégrée en seconde totalement, j'ai eu 2 heures de soutien, 3 heures, pardon, par le phare par semaine. Et le reste, je me débrouillais, j'ai dû me débrouiller avec ma meilleure amie qui m'aidait beaucoup ou toute seule. Donc voilà. Moi, j'ai eu une AVS assez jusqu'en seconde. J'avais au départ à plein temps, donc maternelle, primaire. Et puis, on voyait en primaire quand même que je m'y accrochais bien et que je m'en servais beaucoup pour faire les choses que je n'avais pas très envie de faire. Hein, ouais, voilà. Maline, voilà. Et donc, du coup, on m'a changé d'AVS parce qu'on voyait que ça devenait trop. Et puis, petit à petit, on a réduit le temps. Et en fait, c'est moi, un jour, en seconde, j'en pouvais plus. En fait, même en troisième, j'ai dit non, là, j'en peux plus. Je veux plus d'AVS parce que j'ai besoin de mon autonomie. Donc, c'est vrai qu'on m'a enlevé l'AVS. On me l'a remise en seconde parce qu'on s'est dit que ça allait être un changement trop important pour moi. Et en fait, même en seconde, je dis non, stop, quoi, arrêtez. Là, j'en ai marre. J'en ai marre. Et donc, du coup, à partir de la première, j'ai pu faire mon lycée toute seule, mais parce que j'étais prête. Donc, vraiment, c'est comme d'habitude, suivre l'enfant et voir où est-ce qu'il en est lui et surtout l'écouter, voir quelles sont ses demandes, en fait, aussi. Anne-Laure Rossi a une question très intéressante. Elle concerne Laurence. Être maman aveugle, je me dis que c'est un sacré défi. Comment ne pas avoir peur pour la sécurité de son enfant? Alors en fait, c'est plus. Moi, j'ai pas eu peur de ça parce que voilà, quand ils étaient tout bébés pour le changer, etc. J'avais trouvé mes astuces. C'est pareil, il faut se sentir prête en fait pour se lancer dans cette aventure-là. Et c'est plus l'entourage qui nous fait peur que nous faire peur, parce qu'un enfant ne se comportera jamais de la même manière en la présence de leur père et quand je suis seule avec eux. Parce que leur père, aujourd'hui, grâce à son opération, voit 10 sur 10 quasiment, ou peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il a son permis, etc. Et du coup, quand papa est là, la promenade n'est pas la même que quand je suis seule avec eux. Alors, ça arrive que parfois, ils ne m'écoutent pas. J'ai déjà rebroussé chemin, on est rentré, voilà, comme toutes les mamans, je pense. Mais c'est pareil. Je veux dire, un jour, j'ai demandé à mon auxiliaire enfin, c'est un particulier que j'emploie. Je l'ai appelé, je dis, est-ce que vous pouvez nous conduire à la grande surface pas loin de chez moi? Il m'a conduit, il m'a laissé, il me dit, tu m'appelles quand je dois te rechercher? Je dis oui. Mais j'étais seule avec mes enfants parce que je me suis sentie prête. Donc, je l'ai fait en début d'année avant le Covid, là, le confinement. Mais pareil, il faut se sentir prête. Et ce qui était rigolo, c'est un exemple tout bête. En mai, je suis allée avec mes enfants pour regarder à l'arrêt de bus les horaires de bus. Et bizarrement, le chauffeur de bus, le bus s'est arrêté et le chauffeur est descendu. Il croyait qu'on attendait le bus. Du coup, j'ai pas su lui dire non. Et mes enfants étaient tellement contents d'aller dans le bus que mon mari était à la maison, il n'était même pas au courant qu'on est parti faire du shopping en ville. Voilà. Donc, il faut se laisser vraiment se laisser tenter, enfin, se laisser faire par la vie finalement. Et je me dis, maintenant, c'est un signe, si le chauffeur est descendu, fonce, c'est maintenant que tu dois le faire. Et voilà. Et la sécurité, ils savent très bien que c'est même eux parfois qui me disent,
Ils sont 10 mètres devant, écrit toute la rue. Attention, maman, il y en a encore qu'un qui s'est garé sur le trottoir. Fais attention. Attends, je viens te chercher. Mais bon. Merci. Il y a Martine Jacquard qui a laissé un petit commentaire. Elle a dit « Une association, c'est un soutien moral. C'est mieux comprendre la maladie, comprendre vers quel service se diriger médicalement parlant ou pour la scolarité de son enfant. Le plus important, sentir qu'on n'est pas seul à vivre pareille situation. » Merci. Ah ouais, ça c'est Merci. hyper important, sentir que vous n'êtes pas seul. Exactement. Et les parents qui êtes là, si vous vous sentez seul, non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul à vivre ce que vous vivez. Et, entourez-vous de personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Entourez-vous. C'est comme dans tout dans la vie. Moi, je suis auto-entrepreneuse, je m'entoure d'auto-entrepreneurs. Sinon, Moi je me aussi, sens trop seule. Voilà. Vas-y, je te laisse terminer. Mais entourez-vous, vraiment. Entourez-vous des personnes qui vous font du bien et des personnes qui vivent la même chose que vous pour ne pas vous sentir seul. Et les associations, c'est génial pour ça, effectivement. Avant de continuer, avant que j'oublie, quand même, Laurence a une entreprise, je pense, hein, Laurence. Oui. Tu peux nous présenter et quand même me dire comment on te contacte et comment acheter tes produits, si jamais, ouais. Alors en fait, j'ai découvert la marque sur Facebook. C'est une marque italienne. Je ne sais pas si j'ai le droit de la dire ici, en fait. Bon, Donc, il n'y a pas de sponsor ici. Hein, non, mais voilà. Je t'en prie, En vas-y. fait, c'est une marque donc italienne. Et en fait, pour me contacter, il faut taper mon nom et mon prénom. Et on peut me trouver facilement sur Facebook. Et ensuite, je pourrais vous expliquer de quoi il en retourne en privé, parce que je ne veux pas non plus monopoliser le temps ici pour expliquer de ce qu'il en est. Et ensuite, je me suis aussi lancée dans j'aime beaucoup la lithothérapie. Et donc, du coup, je me suis lancée dans la confection de bijoux. Là, j'ai eu mes premières commandes et ça y est, je les ai honorées. Maintenant, je continue là-dedans et on verra ce que ça donne, parce que en tant que déficient visuel, c'est très dur de trouver du travail dans une entreprise à l'heure actuelle. Donc, je me suis dit, on ne me donne pas de travail, je vais m'en trouver moi-même. Exactement pareil. Un site internet pour les acheter, Il faut passer par moi, en fait. Parfois, d'accord. Ok, ouais. Parfait. C'était important. Avant que j'oublie ça, c'était quand même. Non, mais c'est super gentil. Merci en tout cas. Alors, Sylvie MLP dit « Je suis la maman de Léa, 8 mois, non-voyante. Elle a une aniridie. » Il y a tellement de maladies, souvent, je me perds. Ouais. Aniridie avec atteinte des nerfs optiques. Du courage, on va dire ça. Ouais, beaucoup de courage. Ensuite, il y a Yannick, un homme. On est tous là aussi, un homme. Yannick, nous sommes un couple non-voyant et nous avons 2 beaux garçons. Ils sont voyants. Super, bravo. Bah, génial. Bravo. Alors, Sylvie MLP, elle dit, sa question est suivante. Comment s'est passé le développement moteur de vos enfants, l'acquisition de la position assise, debout, la marche, etc. Stéphanie, à toi. Peut-être, tu n'as pas encore répondu. Moi, du coup, j'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. D'accord. Du côté de la marche, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup recours à l'ostéopathie pour Bastien. Et du coup, au bout de sa deuxième séance, à 15 mois, il marchait. L'après-midi, il marchait. Et après, même position assise et se déplacer, pas eu de soucis du tout. C'est vrai que dès l'âge de ses 10 mois, où il a pu avoir des lunettes teintées, parce qu'il était très photophobe, et du coup, là, il se déplaçait à 4 pattes, il rampait, il se mettait en position assise. J'ai pas eu de souci du côté développement moteur pour Bastien. D'accord. Pour des enfants complètement aveugles, il y a la psychomotricité qui est là pour ça aussi. Mais moi, c'est grâce à ça que j'ai marché, grâce à moi aussi, pareil. Ouais. Alors, mon fils, il est malvoyant, mais il a quand même un reste visuel qu'il utilise encore maintenant. Ouais. Alors, il y a Marjo, je crois que je la connais, c'est Marjo Cinder, Florisa, elle répond à Anne-Laure, elle dit « Il y a 1001 raisons qu'on ne réussisse pas comme les autres, car nous sommes nous et pas les autres. Nous sommes nous avec notre handicap. » Super, merci Marjo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore? Ils réussissent, ce serait super. On cherche des questions, Marjo. Des questions, bon, c'est des messages. Moi aussi, je suis très fier de mes enfants et de leur parcours. Super, merci. Question, Marie-Ange. Vraiment, je l'ai pris en cours de route, mais c'est vraiment très intéressant. Étant malvoyance à 80%, moi-même, ça depuis la naissance, je trouve
que c'était important de le faire. Ah oui, bon, je pense que c'est… Les gens discutent dans le commentaire, en fait, je pense qu'ils discutent entre eux, mais très bien, tant mieux, tant mieux. Alors, des questions, des questions. Ah là, il n'y en a plus, nouveaux commentaires. C'est Chantal. Après, je pense, si je peux me permettre, Mais je t'en prie, vas-y, je cherche les questions en même temps. je pense qu'on a aussi de la chance les personnes même déficientes visuelles de l'époque où on vit, parce que tout ce qui est technologique et tout ça, Ouais. je pense que par rapport à il y a 30 ans, où, il y a quand même on a beaucoup de moyens de faciliter, si on peut un petit peu faciliter quand même, mais c'est vrai qu'avec les téléphones, les smartphones, là où on a toutes les applis et tout. Mais c'est plus que facilité, hein. C'est mais énorme. après, voilà. Oui, c'est beaucoup plus adapté qu'à une certaine époque, c'est sûr. Ouais, mais des fois, ça peut être aussi synonyme de fracture numérique. Oui. Mais Ok, voilà. ok. Alors, il y a un message, peut-être je vais lire les deux derniers parce que là, on a dépassé le temps, on va terminer. Oui, il est important que les gens nous font bien confiance. Bon, c'est un message sympa, voilà. On va laisser le message. Bon, on va terminer l'interview, le débat. Le débat, tout simplement, ce que je vais demander, et Agathe clôturera, c'est un dernier mot de chaque maman. On va commencer par Delphine. Le mot de la fin pour toi. Oula. Donc, Ah, il y a une question, attends, il y a une question qui vient d'arriver là. Le braille est très indispensable ou les ordinateurs peuvent suffire d'échanger. Ben, en fait, Ça fatigue pas les malvoyants, les yeux des malvoyants. Ma fille malvoyante a 9 ans et la question est, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mathieu, par exemple, c'est vrai que bon, il voit pas d'un œil et 1/20 du deuxième œil, donc bon, c'est pas énorme, mais il a quand même un reste visuel. Et c'est vrai qu'à un moment, la question s'est posée, est-ce qu'il apprend le braille ou il apprend la dactylo? Quand il était en école primaire, je ne sais plus, au CE2 ou CE1. Et c'est vrai que là, on a dû plus ou moins décider, parce qu'apprendre les deux, ben, ça aurait été trop compliqué et puis prendre trop de temps. Ben, Mathieu, il n'a pas appris le braille et il n'a que appris la dactylo. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, mince, est-ce que ça aurait été plus simple pour lui? Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les synthèses vocales et tout, ça va. Et j'ai l'impression que, ouais, il n'a pas le braille, mais il se débrouille. Alors, tu enchaînes avec le mot de la fin. Ton mot de la fin. Avec le mot de la fin, donc… alors bon, bah, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un petit peu un parcours du combattant, hein. On n'a pas trop parlé de tout le côté administratif, Tout à fait. qui est une vraie réalité, et puis remplir tout le temps les dossiers et tout ça, c'est pas simple. Mais comme on disait tout à l'heure, en fait, il faut se laisser accompagner, il faut vraiment… Il y a des gens qui sont là pour nous aider, que ce soit les instituts, les associations, et que vraiment, il faut accepter l'aide des autres, que ce n'est pas parce qu'on demande de l'aide que ça veut dire qu'on est nul ou je ne sais pas quoi, mais que vraiment, on peut s'apporter plein de choses les uns aux autres, et puis que même si c'est un parcours du combattant, même si quand on l'apprend, c'est le gros coup de massue, voilà, au final, on rencontre plein d'autres personnes qu'on n'aurait pas rencontrées, comme tu disais, Yves, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré plein de choses, plein de gens grâce au handicap à Mathieu, et ça nous a vraiment ouvert l'esprit à nous aussi. Et puis bon, ben voilà, enfin, c'est vraiment un message d'espoir, et je pense que il faut y croire, faut croire en nos enfants, et ça va le faire, hein, il n'y a pas de souci. Oui, et je rappelle aussi que les télétons STR, c'est important Ouais. aussi les personnes qui n'ont pas de handicap, de soutenir vraiment la recherche, parce que c'est ça qui donne justement les moyens aux chercheurs de pouvoir trouver des solutions. Nous, on est beaucoup engagés, on est très engagés dans ces villes avec la Marche pour la Vue et les projets qu'on fait avec l'Institut de la Vision de Paris, et aussi avec l'Institut qui est à Strasbourg, le Cargo. Donc vraiment soutenir la recherche, soutenir vraiment le téléthon, c'est tout ça, quel que soit le handicap, c'est important. Pour rapport au dossier, le dossier administratif, il y a toujours quelque chose qui me fait rire, bon, je ne sais pas pour vous, c'est quand je dois renouveler certains papiers, on me demande si votre enfant
et encore malvoyant, ou le handicap est encore là, c'est comme si on Oui. va retrouver la vie en Non, fait. mais c'est Et parce ça, que ça me sur fait Amazon, toujours rire. peut-être, tu as des yeux spéciaux, je sais pas. Je Ouais. comprends pas Non, mais toujours. Jésus est Est-ce passé. que vous êtes Jésus est toujours passé. handicapé? Machin, Non, j'ai c'est dit, Amazon. je suis en train de Amazon, ils ont perdre. des… Là, Ah oui, c'est Amazon, voilà, ouais, ils ont des Ouais. yeux, ouais. c'est Non, mais incroyable. faut arrêter. Il y a des fois où ça peut s'arranger. Hein. Moi, j'ai déjà eu le cas. On m'a dit, ah, votre enfant, ça s'est arrangé. D'accord, ok. Ça Mais arrive. ça, moi, c'est il y a Non. l'ophtalmo là pour mes renouvellements qui voulait me faire un champ visuel. Je lui dis mais non, mais ça sert à rien. Il me dit bah et moi je suis aveugle complet, hein, j'y vois rien du tout. J'ai juste un peu de photophobie, mais vraiment j'y vois rien. Et je dis mais ça sert à rien un champ visuel. Il me dit mais si. Puis là il regarde, il dit ah non mais peut-être ça sert à rien en fait de faire un champ visuel. Je dis bah oui c'est ce que je vous dis depuis un quart d'heure en fait. Bien. Mais voilà. Ouais, il y a des anecdotes. Laurence, Moi, ça me rassure aussi. ton mot de la fin. Bah, le mot de la fin, déjà, c'est se faire confiance à soi-même en tant que… Je pense que en tant que parent, qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes parce que qui mieux qu'un parent peut comprendre qu'il y a un problème chez son enfant Mhm. et en tant qu'enfant handicapé, enfin malvoyant ou non-voyant, se laisser le temps, enfin prendre le temps et se laisser le temps et même si on ne fait pas quelque chose en même temps que les camarades, on le fera 2 ans plus tard, mais on l'aura fait quand même à notre rythme, mais ça sera fait quand même. Mhm. Et nous laisser se sentir prêts pour faire des choses et nous faire confiance, tout simplement. Super. Et ne pas donner de préjugés parce que ça bloque aussi la personne. Mhm. Super. Et Stéphanie? Ben moi, c'est surtout s'autoriser à demander de l'aide, parce que c'est important, pas rester dans ses peurs, dans ses craintes. Je redis de nouveau, écoutez nos enfants, faites-leur confiance, et surtout, faut rester positif, parce que tout ce qu'on tire, enfin moi, j'en tire beaucoup de choses positives de l'handicap de Bastien. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Super, super. Alors, il y a 2 messages qui viennent d'arriver. Le braille indispensable, c'est Yannick Génie qui dit ça. Et Steph dit, vous êtes génial. Il parle au moment. Super. Donc, merci à toutes pour les conseils. Ouais. Bon, on va aussi faire un petit coucou à Chantal qui nous suit là, qui envoie beaucoup de messages. Hello Je vais pas lire Chantal! tout ce qu'elle a écrit, mais je préfère J'y vais. qu'on lise après. Si. Elle écrit pas du tout sympa. Donc, moi, je vais. Alors, ça booste tellement de vous entendre. Merci. Ça, c'est qui dit ça? C'est Sabine Morel. Merci, Sabine. Super. Bah, écoutez, moi, je vais laisser à Agathe de dire le mot de la fin. Et moi, je vais juste dire simplement merci d'avoir participé à ce débat. C'est un débat qui était constructif, qui a appris beaucoup de choses aux mamans, aux autres mamans, aux parents. En général, même aux familles, aux amis, même des personnes qui ne sont pas malvoyantes ou non-voyantes. Et c'est important de partager nos idées, nos ressentis. C'est comme ça qu'on fait grandir une société. C'est comme ça on casse les préjugés en rencontrant les associations, aller vers les associations, ne pas avoir peur ou ni avoir honte de demander de l'aide parce que les gens ont souvent honte de demander de l'aide. Parler de son handicap sans tabou. Quand j'ai passé la barrière de me dire que j'ai accepté ce handicap parce que j'ai vraiment vécu une grosse période de déni, où c'était une dépression presque. Mais quand j'ai compris que c'était pourquoi pas me servir de ça en fait. Et c'est comme ça que les portes se sont ouvertes. C'est grâce à ça que j'ai eu l'idée de créer le projet Vue d'ensemble et où j'ai convaincu certains. Et on a créé vraiment ce projet qui est aujourd'hui un grand espoir pour les jeunes et les moins jeunes malvoyants. Vraiment, allez-y. Les parents, faites confiance à vos enfants, les mal et non-voyants. Allez-y, foncez. J'ai une citation qui est simple à dire pour moi et qui résume un peu la façon de faire et ma façon de fonctionner. Quel que soit le handicap, c'est un obstacle à défier au quotidien. Agathe, je te laisse terminer le débat. Moi, je voudrais avoir vraiment une pensée pour les parents d'enfants. Il y a beaucoup de parents ici de petits enfants. Je pense notamment à Sabine Morel. Pour les parents qui peuvent être encore dans la culpabilité du handicap de leur enfant ou dans le fait que peut-être ce serait leur faute et s'ils avaient mieux fait ci et s'ils avaient mieux fait ça. Déjà, d'une part, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes vraiment pour rien si votre enfant est en situation de handicap et surtout, vous n'êtes pas seul à vivre ces situations. C'est redondant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide et quand vous arriverez à enjamber cet obstacle, à l'escalader, parce que quand il y a un mur, moi je pars toujours du principe que si on ne peut pas faire demi-tour, on peut l'escalader. Si vous arrivez à escalader cet obstacle, vous verrez à quel point finalement le handicap de votre enfant peut être une chance pour voir la vie autrement et pour vous et pour votre enfant.
et vraiment laissez faire les choses, laissez faire le temps. Le temps répare tout, même s'il ne répare pas le handicap, il peut réparer beaucoup de vos blessures à vous en tant que parent. Laissez-vous aider et n'hésitez pas, il y a des mains qui sont tendues vers vous, attrapez-les et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur surtout pour la suite, vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre enfant, accueillez vos émotions, accueillez celles de vos enfants et soyez qui vous avez envie d'être et le parent que vous avez envie d'être et pas le parent qu'on a envie que vous soyez, vraiment. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent ici. J'espère que ce débat aura pu vous apporter des réponses à vos questions, peut-être d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sous les commentaires. Sous la vidéo qui sera en direct, moi je répondrai à un maximum d'entre vous pour ceux qui regardent en replay et n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux. Voilà. Alors, il y a une question apparemment qu'on n'a pas répondu. Peut-être je ne l'ai pas vue. Je suis malvoyant, désolé les spectateurs. Hein. Je suis malvoyant moi-même. Hein. Je ne peux pas voir tout. Hein. Je n'ai pas utilisé la synthèse vocale, ça allait plus simple, mais bon. Alors, on dit, j'aurais bien voulu. Alors, Vig, est-ce qu'on peut poser, est-ce que tu peux nous reposer la question? Je me permets de te tutoyer. C'est F-I-R-G, la Vierge. C'est quoi la question? Et aussi la question de Fredo, je pense, oui. Est-ce qu'elle peut reposter la question? Attends 2 secondes. Comme ça, j'ai le temps de chercher. Alors, je vais peut-être chercher là. Elle ne vient pas. Est-ce que Vierge est là? Est-ce qu'elle peut reposer la question parce que je ne la vois pas? Vierge, la Vierge. Non, elle ne répond pas. Je vais essayer de remonter parce que pour ne pas frustrer certains. Ah oui, je l'ai trouvé. Existe-t-il un moyen pour être reconnu par les autres quand on n'a pas encore la canne blanche? Ah, ça c'est. Qu'en pensez-vous? Vaste question. C'est une question compliquée. Ça dépend vraiment du degré de vision et de comment on peut se comporter. Moi, je conseille d'avoir la canne blanche parce que ça évite bien des accidents et bien des malentendus. Voilà. Oui, mais après, ça dépend. Certains qui utilisent la canne jaune, hein, mais bon. Oui, ou la canne jaune, ouais. Mais bon, je suis un peu contre. C'est un grand débat. Et on ne va pas en parler aujourd'hui. Ouais, c'est un grand débat, ouais. Vaste débat. Alors, Fredo, on va regarder. Ça sera la dernière. Hein. Fredo, je n'ai pas vu sa question. Je vais essayer de remonter. Si quelqu'un peut la retrouver, nous la poste, s'il vous plaît, les spectateurs. Merci à Chantal. Ah oui, tiens, je l'ai trouvé. Alors, il dit, comment accepter la canne blanche, puis les cours de locomotion? Est-ce difficile? C'est mon cas actuel, le regard de la société. Ah là, ah ouais. Ouais, mais c'est pareil, c'est une question. C'est une question. Moi, si vous voulez, je peux vous donner comment j'ai accepté la canne blanche. Je ne l'acceptais pas du tout. C'était vraiment un calvaire pour moi parce que le regard de la société, le regard des autres, etc. Et en fait, moi, je suis une fille. Je ne sais pas, Fredo, ça laisse envisager que tu es un monsieur, ton nom. Mais moi, je suis une fille. Et en fait, à partir du moment où on m'a trouvé une canne qui était jolie et qui me convenait esthétiquement, ça a été déjà beaucoup plus simple de l'accepter. Et en fait, l'esthétique de la canne m'a permis de la prendre. Et le fait de la prendre m'a permis de voir à quel point c'était beaucoup plus facile de se déplacer après. Mais tu as d'autres alternatives. Tu as aussi, si tu penses au chien guide, peut-être ça pourrait mieux te convenir, ou la canne électronique, ou essaie de voir ce qui serait le mieux pour toi aussi dans ces cas-là. Exactement. Par rapport à la canne aussi, il faut savoir que nous avons lancé, on a lancé le défilé de mode Fashion DV, hein, c'est vraiment montrer la canne sur toutes ses formes. Et là, nous sommes dans un travail de créer une marque qui va habiller la canne. Hein, donc, ça va venir très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et aussi, juste pour rappeler, il y a une question tout à l'heure, Laurence a dit quelque chose par rapport au livre, à l'accessibilité aux livres. Il faut savoir qu'actuellement, Vue d'ensemble est dans un gros chantier. On a un gros projet, justement, travailler sur le développement, sur l'accessibilité des livres, des films, où on travaille beaucoup avec des auteurs, des maisons d'édition. On essaye de trouver des moyens, des solutions avec des podcasts, avec des livres audio, où on va développer vraiment l'accessibilité. Oui, mais c'est super. Mais moi, ce qui me manque, c'est les livres en braille, souvent.
Livre en braille aussi, c'est parce qu'on Moi, parle je aussi suis du braille. brailliste depuis la naissance et c'est vrai qu'on est toujours sur le numérique avec les casques dans les oreilles et parfois on a envie de se détendre sans Bah oui. électronique autour de soi et moi, ça me manque beaucoup. Et c'est frustrant d'aller dans un commerce et votre enfant vous dit: «Ah maman, il est trop beau ce livre, mais il y a marqué quoi dessus?» Ben, Ouais. ouais. C'est vrai ce que tu dis parce que le problème du livre audio, d'ailleurs, on est en partenariat avec la première librairie, elle va rouvrir à Paris très prochainement. Là, ça sera la première librairie de livres en gros caractères. Et aussi, à côté de ça, on va parler de livres en braille parce qu'il faut savoir que souvent, on pense que c'est parce qu'on est non-voyant ou malvoyant qu'on aime forcément l'audio. Il faut Non, savoir moi, qu'en j'aime pas audio, trop. le livre, l'audio, la voix est souvent, la vitesse est imposée, la voix est C'est souvent ça, ouais. imposée. Il y a des voix qu'on ne supporte pas. Moi, je Oui, consomme énormément de livres, mais il y a des voix que je ne supporte pas. moi Donc, c'est ça aussi. que ça me frustre aussi. Je pense que tu es pareil. Oui, Et exactement, ouais. braille aussi, on est aussi en train de voir comment, d'ailleurs, on a créé le premier salon du livre à la fois tactile, les tactile des formes, les livres en braille, les livres imprimés, le podcast, les livres audio, vraiment voir tous les champs de possibles de l'accessibilité à la lecture. Et parlant du livre en gros caractères, beaucoup de personnes âgées, des personnes qui ont la DMLA, ne sont pas forcément à l'aise avec de l'audio. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer énormément sur les livres à gros caractères. Quelqu'un avait quelque chose à dire encore, de rajouter? Bah après, c'est vrai qu'il y a la VH aussi qui fait des livres, mais en prêt, il y a le CTEB aussi à Toulouse de CTEB. Mais Ouais. c'est vrai que souvent, c'est des livres d'occasion ou des choses comme ça. Et souvent, les livres, parce qu'il faut savoir quand même qu'en braille, il y en a qui appuient plus ou moins fort sur les points et que j'ai déjà eu des livres avec des points effacés dedans. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien avoir mes propres livres, mais ça coûte très cher. Et j'ai Ça coûte un regardé, bras. et Ah ouais, c'est c'est effrayant. 150 € minimum, quoi. Donc, Ouais, un roman policier. Moi, j'ai un Michael ouais, Connelly. ouais. J'adore Michael Connelly. Et Aussi. Michael Connelly, 120 €. Mais waouh, on est Oh, où? Ah, Enfin, ouais. un Et roman c'est pas policier, quoi, normal. les ouais, gars. c'est clair, c'est clair. Alors, sur On n'est pas à la l'iPhone, j'ai collection, quoi. téléchargé. Alors, on va prendre cette dernière question et c'est la dernière des dernières, mais je pense que c'est important de la poser. Et elle est pas mal parce que, alors, elle s'appelle, c'est Camille Munera. Elle demande, en tant que parent, avez-vous appris le braille? Ah, Oui, tu l'as appris? moi je l'ai appris en fait avec mon ami, parce que, enfin avec mon concubin du coup, qui n'est pas le papa de Bastien, et ben on a décidé d'apprendre le braille parce que pour pouvoir lui aider. Bon, maintenant on ne suit plus, hein, parce que maintenant il y a le braille abrégé, mais Ouais. on trouve important à la primaire, quand il y avait les dictées et tout ça, de pouvoir suivre les devoirs avec son enfant. Et en plus, je trouve ça super chouette d'avoir appris. Stéphanie, il n'a pas d'écran sur le Braille Sense où tu peux suivre dessus maintenant? Le Braille Sense, il n'a Si, pas d'écran. si, mais maintenant, oui. quand Ouais. il n'a pas de Braille Sense, il a un EasyTime lui du coup. Ah, oui. Ah, il n'a plus le Braille Sense? Il va dans le scientifique plus, voilà, c'est pour ça. Là, ça va être Mais trop à la technique, primaire, là, c'était trop plus technique, ça, là. vers la Devenait trop perquise. technique, là, pour certains. Oui, Ouais, non, mais voilà. mais à l'époque de la Braille perquise, Sense, machin, voilà, non, trop c'était plus technique, facile quoi. pour nous. Voilà, C'est mais ça, le Braille Sense. Je ne sais pas si je le cadrerai correctement, mais pour les parents. avec qui, Agathe, on est des braillistes professionnels, c'est pour ça. Oui. Non, alors moi, tu sais, j'écris en braille. Par contre, je déteste lire. Ah non. Ouais, mais si, je suis désolée, hein, mais non, j'ai jamais aimé ça. Mais en fait, on m'a appris à lire en tapant sur les doigts et dans le centre où j'étais. Et du coup, j'ai beaucoup de difficultés avec la lecture. Donc, j'écris en braille et j'écris très vite, mais par contre, je lis en audio. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de règle pour le braille, pas braille. Non. Et ça, c'est vraiment en fonction des enfants. C'est vraiment en fonction des enfants. Voilà. Bah, écoutez, merci Delphine, merci Laurence, merci Stéphanie, merci Merci à Agathe vous. pour avoir. Merci à toi, Yves, Mais de je t'en m'avoir prie. invité. L'exercice n'était pas simple, mais bon, on s'est bien débrouillé. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être? Ça a été pour vous? Ça a été. Le stress retombe. Le stress retombe. Voilà. Merci en tout cas. Déjà, comme tu n'as pas de lumière, Salut, Agathe, en Chantal. fait, on ne voit plus de C'est tout. et toi, donc on va arrêter là. Merci en tout cas et bonne fin de dimanche et bon début de semaine. Portez-vous bien et si les autres ont des questions, répondez. Et merci en tout cas d'avoir participé à ce petit débat. Voilà. Merci. Merci Au revoir. à vous. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. bon dimanche. Merci tout le monde. Merci, au revoir.